Bonjour, on est en plein dans les débats sur l'identité, c'est un sujet qui est partout. Alors une question se pose et elle est vraiment cruciale, comment on fait pour affirmer qui on est, que ce soit seul ou en groupe, quand la société, elle semble nous dire non. C'est vraiment le cœur du sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, un enjeu qui est au centre du programme d'anglais Monde Contemporain. Voilà, c'est la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. À travers elle, on va plonger dans les luttes, on va découvrir les outils qui ont été créés et on va aussi voir les dilemmes, parfois compliqués, qui apparaissent dès qu'on parle d'identité. Alors, pour bien situer notre discussion, on est dans le thème 3 du programme d'AMC, représentation et expression de l'identité, et plus précisément dans l'axe identité et diversité. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment ces combats pour être reconnus, pour exister, tissent des liens très forts entre l'identité et des idées aussi fondamentales que la liberté d'expression ou même la démocratie. Bon, pour avancer de façon claire et structurée, un peu comme on l'attend au bac, on va suivre un plan en 3 parties. D'abord, on regardera la lutte pour la reconnaissance, ensuite les outils qui ont permis de mener ce combat, et enfin on abordera un débat plus actuel, celui entre liberté d'expression et protection des identités. Alors c'est parti pour la première partie, on va commencer par le commencement, par le nœud du problème en fait, la discrimination. Qu'est-ce que c'est au fond? C'est quand, historiquement et à travers tout un système, on refuse à une personne ou à un groupe le droit d'être qui il est. Et pour que ce soit bien concret, on va partir d'une histoire vraie, celle de Viola Desmond. On est au Canada en 1946. Viola Desmond est une femme d'affaires noire et un jour, elle décide d'aller au cinéma, au Roseland Theatre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cinéma, il y avait une ségrégation. Ce n'était pas forcément une loi gravée dans le marbre, non, mais c'était une règle sociale, une sorte de pacte tacite et brutal. Le parterre, les bonnes places, c'était pour les blancs, le balcon pour les noirs. Et Viola Desmond, elle a acheté son billet et elle est allée s'asseoir au parterre. C'était un acte de défi, un acte totalement conscient contre cet ordre des choses. Et évidemment, la réaction ne s'est pas fait attendre. Elle a été immédiate et violente. On l'a sortie de force, on l'a arrêtée et elle a passé la nuit en prison. Son histoire, elle montre très bien ce que ça peut coûter personnellement de se lever et de défendre son identité face à un système qui vous dit non. L'acte de Viola Desmond, c'est un acte individuel, mais il fait partie de quelque chose de bien plus grand, une lutte collective. D'ailleurs, on retrouve un peu la même chose de l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, avec le boycott des bus de Bristol. Et là, on voit bien sur la chronologie comment une action citoyenne, partie de la base, a fini par déboucher sur de vrais changements dans la loi avec les fameux Race Relations Acts. Ok, donc on a vu le problème, la lutte. Mais la question c'est, comment est-ce qu'on passe de la protestation au changement réel, concret? C'est ce qui nous amène à notre deuxième partie. Quels sont les outils qu'on a pu créer, que ce soit au niveau de la loi ou des médias, pour faire avancer les choses? Un des outils les plus intéressants du côté de la loi, c'est ce concept de discrimination par effet préjudiciable. Alors ça a l'air un peu technique, mais l'idée est assez simple. Ça veut dire qu'on peut attaquer une loi qui, sur le papier, a l'air totalement neutre pour tout le monde, mais qui, en réalité, dans ses conséquences, va pénaliser beaucoup plus un groupe en particulier. Et si on regarde la longue histoire des droits LGBTQ+ au Royaume-Uni, on voit bien que rien n'est acquis rapidement. C'est un vrai marathon. Chaque petite victoire, chaque avancée, de la décriminalisation en 67 jusqu'au mariage pour tous en 2014, c'est le résultat d'années et d'années de militantisme, à la fois sur le terrain politique et juridique. Alors, il n'y a pas que la loi. L'autre outil, c'est bien sûr les médias. Et là, l'exemple du mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60 est frappant. La télévision a été une arme. Pourquoi? Parce qu'elle a montré les images de la violence, de la ségrégation. Et d'un coup, personne ne pouvait plus dire « on ne savait pas ». Ça a exposé la réalité brutale à tout le pays. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui peuvent avoir un peu ce même rôle. Prenez un espace comme ce qu'on appelle Black Twitter. Les chercheurs ont un nom pour ça, un contre-public. C'est un espace de parole où des communautés qui sont souvent mises de côté peuvent créer leur propre récit, leur propre version des faits, loin du discours officiel ou dominant. Ce témoignage d'un utilisateur de Twitter, il est vraiment parlant. La personne dit en gros « Je sais que ce qu'on me raconte aux infos est différent de la réalité, parce que je vois ce qui se passe en direct sur Twitter, je vois les gens qui filment sur place, et je vois que les médias traditionnels ne disent pas tout. » C'est ça le pouvoir de ces contre-publics, un accès direct à l'information sans filtre. Bon, on a vu le problème, la discrimination. On a vu les solutions, les outils pour se battre, mais tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus complexe et très très actuelle. Comment on fait pour trouver l'équilibre entre la liberté de tout dire, la liberté d'expression, et le besoin de protéger les gens, de protéger les identités? C'est le sujet de notre dernière partie. Pour y voir plus clair, on peut schématiser en opposant deux grandes philosophies.
D'un côté, on a la vision libertarienne. Pour faire simple, c'est l'idée que la liberté d'expression est presque sacrée, quasi absolue. De l'autre côté, on a une vision qu'on appelle perfectionniste, qui dit que la communauté, l'État, a le droit de poser des limites à la parole pour construire une société qui soit juste pour tout le monde. Et au centre de tout ce débat, il y a un concept super important. C'est ce qu'on appelle en anglais le chilling effect, l'effet paralysant. C'est quoi? C'est quand les gens commencent à avoir peur de parler, peur d'être poursuivis en justice, ou simplement peur de se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Du coup, ils se taisent, ils s'auto-censurent. Et le risque, à la fin, c'est d'avoir un débat public beaucoup moins riche. Cette citation, elle pointe du doigt un paradoxe qui est assez fascinant et un peu inquiétant. C'est l'idée que parfois, au nom de la tolérance, on devient intolérant. Au nom de l'inclusivité, on se met à exclure. Et au nom du pluralisme, on finit par restreindre la liberté de parole. C'est toute l'ironie de la situation. Parce que oui, le monde numérique a permis à des voix de s'élever. C'est une certitude. Mais c'est aussi un endroit où les plus vulnérables sont exposés à de nouveaux dangers. Le harcèlement, la haine en ligne. Du coup, cette question de l'équilibre entre protéger les gens et laisser tout le monde s'exprimer, elle est devenue absolument cruciale à l'ère d'Internet. Alors, petit point, méthode indispensable pour le bac. Pour bien analyser un document et construire un paragraphe solide, il y a une recette qui marche à tous les coups, en 3 temps. D'abord, on affirme son idée. Ensuite, on donne un exemple précis tiré du document. Et enfin, et c'est le plus important, on explique le lien entre l'exemple et l'idée. Appliquons-le directement à ce qu'on vient de voir. Idée. Les médias sont un outil essentiel pour revendiquer une identité. Exemple, les utilisateurs de Black Twitter qui partagent des vidéos en direct des manifs. Explication, ça permet de créer un contre-public qui défie les récits officiels. On voit bien que c'est simple, clair et efficace. Donc, pour résumer un peu tout notre parcours, on est parti d'un problème, la discrimination, le déni d'identité. On a vu ensuite la solution, ou plutôt les solutions, les outils du droit et des médias pour se défendre. Et enfin, on est arrivé à la complication, ce débat très contemporain entre la liberté d'expression et la protection des identités. Et pour finir, une question ouverte, parce qu'il n'y a pas de réponse facile. Quand la liberté d'expression d'une personne vient heurter l'identité d'une autre, quel droit une démocratie doit-elle choisir de protéger en priorité? C'est une question immense et elle nous ouvre la porte vers un autre axe du programme, cette fameuse tension entre l'individu et le collectif. Merci de votre attention.